Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La sociologie, GENESE, auteur et courant de PENSEE. Chapitre I. La perspective sociologique. Introduction. La genèse de la sociologie est développée dans l'analyse rétrospective qui permet de baliser les fondements de cette discipline et de définir son programme. Les noms qui ont été évoqués servent de repères essentiels dans le parcours historique de la discipline. Le second chapitre se focalise sur l'objet de la sociologie et situe la particularité de cette science dans la manière dont le sociologue cerne la réalité sociale qu'il essaie de démêler en dernière analyse. 1.1. GENESE d'une discipline. La réflexion de l'homme sur son environnement social remonte certes à la nuit des temps, mais historiquement, la sociologie a un point de départ bien défini. Elle commence par acquérir une autorité au XVIIIe siècle avec une tentative d'évaluation scientifique des faits sociaux. Sous un angle purement sémantique, les faits sociaux à cette époque étaient désignés plutôt sous le vocable de faits politiques. Le mot politique se réfère dans son étymologie grecque poly qui signifie la cité, à la société. Ainsi, lorsqu'Aristote qualifie l'homme de zone politikon, il entend par là un être social. Dans une dissertation en latin, Durkheim traduit pertinemment le terme sociologie par scientia politica, Durkheim. D'ailleurs, la curieuse désignation d'une discipline voisine de la sociologie, l'économie politique qui se rapporte aussi à l'analyse des faits sociaux se comprend historiquement parce qu'un certain Antoine de Montchrétien utilisa premièrement ce terme en 1613. Mais la perception du mot social, comme fait de société, supplante graduellement dans ce sens le terme politique. La démarche sociologique naissante au XVIIIe siècle mûrit au siècle suivant et vise à délier le fond scientifique des dynamiques sociales, en s'écartant d'un certain fatalisme qui attribue à l'histoire et à la destinée un cours inéluctable auquel on ne peut s'opposer. Mais une telle démarche ne réfute pas la découverte de lois pareilles à celles qui gouvernent l'ordre de la nature biologique, chimique ou physique. Ainsi, Montesquieu est sans doute le pionnier de la sociologie, lorsqu'il s'évertue à saisir d'abord ce qu'il désigne par l'esprit des lois, avant de relier les lois entre elles comme en un réseau, et enfin de les mettre à la lumière de la structure des sociétés dont elles découlent. Cette démarche l'amène à élucider l'interdépendance qui lie les différents appareils politiques aux systèmes légaux qui les régulent. L'auteur de l'esprit des lois élargit encore les horizons de la réflexion lorsqu'il analyse les lois au sens le plus large du terme, et en déduit l'existence de principes naturels qui régissent l'évolution des sociétés. Mais ces lois seraient-elles communes par exemple à celles de la matière physique ? Il s'en faut bien, répond Montesquieu, que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique. Car quoique celui-là ait aussi des lois qui par nature sont invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes. La raison en est que les êtres particulièrement intelligents sont bornés par leur nature et par conséquent sujets à l'erreur. Et d'un autre côté, il est de nature qu'ils agissent par eux-mêmes, Montesquieu. Cependant, le lien que Montesquieu établit entre la loi et la science sociale, ou politique, comme cela se disait à l'époque, est équivoque car ce lien glisse subtilement de la notion de loi au sens juridique à celle de loi scientifique qui révèle une relation d'enchaînement structuré entre les phénomènes sociaux. Saint-Simon suggère de désigner sous le vocable de physiologie sociale la nouvelle discipline dont l'objet se résume à étudier la société par une analyse minutieuse des faits afin d'en déduire des lois. La physiologie sociale, écrit-il, plane au-dessus des individus qui ne sont plus pour elle que des organes du corps social dont elle doit étudier les fonctions organiques, comme la physiologie étudie celle des individus. Et il ajoute, la réunion des hommes constitue un véritable être dont l'existence est plus ou moins vigoureuse ou chancelante, suivant que ces organes s'acquittent plus ou moins régulièrement des fonctions qui leur sont confiées. Saint-Simon. La physiologie sociale devient chez Auguste Comte, secrétaire de Saint-Simon, la physique sociale, terme auquel il substituera le mot sociologie qui dérive du latin socius et du grec logo. L'auteur s'en explique dans son cours de philosophie positive. Je crois devoir hasarder dès à présent ce terme nouveau exactement équivalent à mon expression déjà introduite, de physique sociale,
afin de pouvoir désigner par un nom unique cette partie complémentaire de la philosophie naturelle qui se rapporte à l'étude positive de l'ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux. Le positivisme de Comte consiste en un désir constant de s'écarter de tout verbalisme et de tout a priori, pour se limiter au fait que l'observation et la découverte permettent de fixer par la découverte des lois. Selon Comte, l'objet de la sociologie réside dans la découverte des lois, dont l'ensemble détermine la marche du développement social, ce qui prêterait à la nouvelle discipline un caractère nomologique ou nomothétique. Même si les lois sociologiques sont plus inconstantes que les lois biologiques, chimiques et physiques, les éléments de variation n'altèrent nullement la nature de ces lois. Seule leur intensité et leur accomplissement sont sujets aux variations. D'ailleurs, dans une correspondance à un certain Valla, Comte affirme de façon laconique: il y a des lois aussi déterminées pour le développement de l'espèce humaine que pour la chute d'une pierre. C'est dans ce sens qu'il énonce la loi des 3 états qui souligne la configuration ternaire du devenir de l'humanité. Le passage d'un état théologique à un état positif en transitant par un état métaphysique. Dans cette logique, la science et la sociologie visent à stimuler la découverte des lois naturelles qui sous-tendent cette évolution, et à assister les pouvoirs politiques dans sa facilitation. En un mot, écrit-il, ainsi que je l'indiquais dans mon écrit de 1822, la marche de la civilisation ne s'exécute pas à proprement parler suivant une ligne droite, mais selon une série d'oscillations inégales et variables, comme dans la locomotion animale, autour d'un mouvement moyen qui tend toujours à prédominer, et dont l'exacte connaissance permet de régulariser d'avance la prépondérance naturelle, en diminuant ces oscillations et les tâtonnements plus ou moins funestes qui leur correspondent. Ce serait exagérer sans doute la portée réelle d'un tel art. Dans l'organisme social, les maladies et les crises sont nécessairement encore plus inévitables, à beaucoup d'égards, que dans l'organisme individuel. Mais alors même que la science est forcée de reconnaître essentiellement son impuissance momentanée devant les puissants désordres ou d'irrésistibles entraînements, elle peut encore concourir à adoucir et surtout à abréger les crises, d'après l'exacte appréciation de leur principal caractère et la prévision rationnelle de leur issue finale, sans jamais renoncer à une sage intervention, à moins d'une impossibilité convenablement constatée. Ici comme ailleurs et plus qu'ailleurs, il ne s'agit pas de gouverner les phénomènes, mais seulement d'en modifier le développement spontané, ce qui exige évidemment qu'on en connaisse préalablement les lois réelles. Auguste Comte. En conclusion, si la paternité du mot sociologie est attribuée à Comte, il revient au sociologue anglais Herbert Spencer, 1820-1903, d'avoir conçu le premier grand traité général en la matière. Sa réflexion est axée sur l'idée d'une évolution sociale analogue à l'évolution biologique, qui part du simple au complexe, de l'homogène au composite. Mais c'est surtout avec Quetelet, Tocqueville, Le Play et plus tard encore avec Durkheim, Simmel et Weber que la sociologie acquiert une autorité dans le monde scientifique. 1.2 Les fondements de la sociologie moderne. Un autre pionnier du nom de Quetelet, 1786 à 1874, est souvent oublié de la sociologie. Celui-ci attribue à cette discipline le nom de physique sociale, contre l'avis de Comte qui d'ailleurs en réclamait la paternité et déduit de cette ressemblance entre le devenir social et le devenir biologique une conception moins naturaliste, donc moins fataliste et plus rationaliste que le point de vue de son futur contempteur. L'homme naît, se développe et meurt d'après certaines lois qui n'ont jamais été étudiées dans leur ensemble, ni dans le mode de leur réaction mutuelle. Telle est l'une des déclarations formelles sur lesquelles s'ouvre son traité de physique sociale et qui ressemble à bien des égards à la pensée de Comte citée précédemment. Ces deux vues semblent s'accorder sur plusieurs points qui ont aussi en commun la vision nomologique, ou nomothétique, de la nouvelle discipline. Mais la divergence de vue apparaît d'abord chez Comte qui prend l'initiative de Quetelet comme une vicieuse tentative d'appropriation de la physique sociale pour nommer la nouvelle science sociale, ce qui conduira Comte à se départir du vocable de physique sociale pour lui substituer le terme sociologie. Mais derrière ce conflit purement lexical, se dissimule l'appréhension de Comte de voir réduire la sociologie à des procédés purement statistiques. La problématique de Quetelet dont découlent les grandes enquêtes quantitatives ultérieures a le mérite de tempérer le caractère trop formel des lois de la société en les nuançant par le doute probabiliste.
Plus important encore, il s'appuie sur l'analyse des statistiques relatives à la criminalité pour réfuter l'arbitraire d'une fatalité réversible que Comte entendait comme une possibilité de juguler les suites qui résulteraient des excès d'une loi naturelle irréversible et bonne pour l'humanité. Il ne s'agit point de gouverner les phénomènes, mais seulement d'en modifier le développement spontané. Comte 1839. Pour Quetelet par contre, il est question d'orienter les phénomènes en influençant les causes aux besoins. Je suis loin de conclure cependant que l'homme ne puisse rien pour l'amélioration des masses sociales. Je crois qu'il possède une force morale capable de modifier les lois qui le concernent. C'est dans cette perspective d'un relativisme du point de vue nomologique que se situe également la vision d'Alexis de Tocqueville, 1805 à 1859. Ces recherches empiriques aboutissent à une société idéale démocratique dont il projette l'avenir. Le positivisme de Comte trouve son écho dans les travaux de Frédéric Le Play, 1806 à 1859, précurseur des grandes enquêtes sociologiques. Dans son enquête à l'étranger pour le compte de l'administration des mines, il se distingue dans la démarche monographique en étudiant les mineurs européens pendant plus de 2 décennies et réalise 58 études minutieuses de familles ouvrières. En plus, Le Play acquiert du renom et crée l'école de sciences sociales qui fera autorité en France et en Grande-Bretagne. Cet ingénieur des mines ne doutait pas de la portée scientifique de ce qu'il désignait vaguement par sciences sociales, le terme sociologie n'étant pas courant à son époque. La science sociale, écrit-il notamment, n'est donc point à vrai dire expérimentale. Elle n'en est pas moins fondée sur l'expérience. Elle se constitue, non comme certains actes usuels, par la méthode d'invention, mais bien par l'observation comparée. La science des sociétés reste, jusqu'à ce jour, celle qui comporte le moins une marche régulière. Les indications de l'expérience n'y sont pas moins évidentes que dans toute autre science, mais elles sont masquées par les idées préconçues émanant de l'erreur et du vice et surtout par l'impulsion fausse qu'imprime souvent au peuple l'ignorance et l'égoïsme des gouvernements. 1941 pp 2-3. L'énonciation du programme sociologique acquiert plus de crédit grâce à la querelle qui oppose Tarde à Durkheim. Il faut souligner qu'à la fin du siècle dernier, la psychologie avait une position dominante parmi les sciences sociales, surtout que Freud fait redécouvrir cette discipline par le moyen des innovations comme l'introspection et la psychanalyse. Dans un tel environnement, la sociologie naissante peine à se défaire de l'emprise de la psychologie. De fait, Gabriel Tarde, 1843-1904, l'un des initiateurs de la psychologie sociale, conçoit la sociologie comme une branche de la psychologie. La nouvelle discipline s'articule autour de 2 principes fondamentaux. Le premier classifie les faits de la vie selon qu'ils soient répétitifs ou non. Le second soutient que tout ce qui est individuel n'évolue pas forcément pour être général, mais que tout ce qui est général est parti d'abord de l'individuel, 1898, pp 2-4-29. Comme la sociologie se fixe comme objet les faits généraux forcément individuels au départ, Tarde l'assimile à une psychologie collective, ou une interpsychologie dont le fondement logique repose sur la psychologie individuelle qui étudie la constante sociale, c'est-à-dire l'imitation. Il sera facile, écrit Tarde, de prouver bientôt que l'imitation est impliquée dans toutes les relations quelconques, quel est le rapport commun de ces rapports. La loi de persuasion se réalise par la communication qui est persuasion, partage des mêmes convictions. Et même l'individu qui refuse de céder à cette loi en s'affirmant à l'opposé des idées partagées, part toujours d'un prototype, qui en remontant dans le temps finit par mettre à jour des équivalences de pensée et d'action. L'innovation n'est donc que du ressort de personnalités exceptionnelles qui stimulent les progrès humains, et leurs inventions prennent à leur tour la forme de nouveaux modèles qui assureront la convergence sociale par le biais de l'imitation. Tarde en déduit que le social étant intrinsèquement lié à l'individuel, il s'avère aléatoire d'expulser la psychologie de la science sociale comme on l'a tenté au mépris de toute évidence, ni de chercher un autre fondement de la sociologie. Cette considération se heurte à l'avis de Durkheim, 1858 à 1917, qui croit pouvoir expliquer le social par le social. Fidèle à une idée chère à son maître Charles Renouvier, qui considère le tout comme non réductible à la somme des parties le constituant, il relève l'antinomie manifeste qui distingue les faits sociaux des faits individuels.
Durkheim s'en reporte à une analogie en comparant les sciences physico-chimiques d'un côté, à la sociologie de l'autre pour élucider l'originalité du phénomène social. En considérant par exemple le corps humain, du point de vue de la physique et de la chimie, il n'est constitué que de molécules de matière brute, et les manifestations biologiques obéissent à l'origine à des phénomènes inorganiques. Mais en prenant en compte l'ensemble de toutes ces molécules, on découvre la cause des phénomènes nouveaux qui caractérisent la vie et dont il est impossible de retrouver le germe dans aucun des éléments associés. De la même façon, une communauté de plusieurs individus crée une nouvelle réalité et c'est dans la nature de cette réalité et non dans celle des individualités la constituant, que réside la cause des faits qui s'y déroulent. À ce sujet, Durkheim émet ici un avis proche de la réflexion de Quetelet. Il y a certains courants d'opinion qui nous poussent, avec une intensité inégale suivant les temps et les pays, l'un au mariage par exemple, l'autre au suicide ou à une natalité plus ou moins forte, etc. Ce sont évidemment des faits sociaux. Au premier abord, ils semblent inséparables des formes qu'ils prennent dans les cas particuliers. Mais la statistique nous fournit les moyens de les isoler. Ils sont en effet figurés, non sans exactitude, par le taux de natalité, de la nuptialité, des suicides, c'est-à-dire par le nombre que l'on obtient en divisant le total moyen annuel des mariages, des naissances, des morts volontaires par celui des hommes en âge de se marier, de procréer, de se suicider. Car comme chacun de ces chiffres comprend tous les cas particuliers indistinctement, les circonstances individuelles qui peuvent avoir quelque part dans la production du phénomène s'y neutralisent mutuellement et par suite, ne contribuent pas à le déterminer. Dans ses écrits, Durkheim présente une des crédibles articulations du programme sociologique. En nous en tenant uniquement à présenter la genèse de la science sociologique et ses principes, nous aurons l'occasion de recentrer le débat sur cette polémique et de prendre position sur la question de l'autonomie de la sociologie par rapport à la psychologie. Il faut relever qu'à ses sources, la sociologie semblait une science presque exclusivement française. De fait, la sociologie allemande était encore balbutiante en dehors de la contribution de Karl Marx, 1818 à 1883, à la construction primaire du projet sociologique. Comme le souligne Raymond Aron, cette pensée sociologique restait dans l'ombre de la science politique véritable qui avait une solide notoriété dans les sciences sociales. Cette pensée était marginalisée et s'appréciait comme l'excroissance d'une réflexion philosophique, juridique ou historique sur l'État, Aron, 1950. Et c'est au sortir du XXe siècle que la pensée allemande va se libérer de cette entrave pour concevoir des formulations originelles qualifiées officiellement de sociologiques. La contradiction fondamentale s'y retrouve aussi entre l'approche très fataliste et celle plus individualiste des faits sociaux. La première approche se retrouve surtout chez Paul von Lilienfeld, 1829 à 1903, Albert Scheffel, 1831 à 1903, Ottmar Spann, 1878 à 1950, et dans une certaine mesure chez Ferdinand Tönnies, 1855 à 1936. La seconde conception se fait une solide réputation à la faveur des auteurs illustres comme Georg Simmel 1858 à 1918 et surtout Max Weber 1864 à 1920. À l'opposé de leurs homologues français, ces auteurs ne manifestent aucune répulsion devant l'emprise scientifique de la sociologie. En un mot, leur point de vue se situe à mi-chemin entre la position de Durkheim et celle de Tarde. Loin de fermer leur champ d'explication à la psychologie, ces auteurs allemands l'acceptent comme discipline complémentaire et mettent l'action individuelle au cœur de l'analyse pour cerner les ressorts dans les faits sociaux. Dans cette logique sociologique, l'action individuelle se retrouve au centre même de l'édification sociale. Cette perspective fait de la sociologie non une fille de la psychologie comme le soulignait Tarde, mais plutôt une sœur. Cette position individualiste trouve aussi l'adhésion du sociologue viennois Alfred Schütz. Cet héritage européen essentiellement franco-allemand se pérennise aux Amériques avec les études très générales et donc très abstraites de Parsons, 1902 à 1979, qui se prenait pour un incurable théoricien. C'est à lui que revient le mérite de révéler Durkheim et Weber aux États-Unis. Cependant, la sociologie américaine existait avant Parsons. Une tradition à caractère essentiellement individualiste et disposée à la cause de la psychologie sociale
faisait déjà école aux États-Unis à la suite des travaux de Charles H. Cooley, 1864 à 1929, de Lester F. Ward, 1841 à 1913 et surtout de Georg Ashmed, 1863 à 1932. Toutefois, cette sociologie à son origine fait autorité surtout dans les analyses d'opinion et de croyances populaires sur le terrain. De façon plus savante, on pourrait affirmer que la sociologie américaine s'oriente sur la voie de l'empirisme quantitatif de Quetelet sous l'influence du sociologue américain d'origine autrichienne, Paul Lazarsfeld, 1901 à 1976. C'est justement en honneur à Quetelet que cet initiateur des grandes enquêtes conduites auprès du public américain nomma la chaire dont il hérita à l'Université de Columbia, chaire Quetelet de sociologie, Lazarsfeld, 1970. Les auteurs sus-mentionnés seront évoqués plus largement dans des chapitres s'accordant avec leur position, le souci étant uniquement de clarifier les péripéties relatives à la naissance de la sociologie dont le projet sera ensuite esquissé. Conclusion. À ses origines, la sociologie fait partie d'un large programme scientifique axé sur la formulation d'une logique à laquelle obéirait la vie sociale. En conséquence, le dessein de cette science est d'articuler des lois dont le caractère diffère selon les auteurs. Ces lois sont soit analogues soit identiques à celles du monde physique. Ceci se trouve entériné par l'incorporation de la statistique et surtout du calcul des probabilités à la nouvelle discipline, grâce aux travaux de Quetelet et de Durkheim. Cette initiative s'accompagne cependant de desseins rénovateurs. Ainsi, pour Comte, la sociologie a souvent l'apparence d'une sorte de théologie laïque qui doit se substituer au christianisme qu'il trouve languissant. Une propension peu favorable au progrès de la science transparaît au travers des ouvrages comme Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la religion de l'humanité publié en 1881 à 1884, ou encore comme Catéchisme positiviste ou Sommaire de la religion universelle. La logique comtiste qui associe l'idée rénovatrice à celle d'une religion laïque adhérant au programme sociologique va exercer de fortes influences sur la culture sociologique française de diverses manières. Ainsi, la philosophie morale et laïque de Comte trouve son contrepoids dans le catholicisme traditionnel de Le Play. Certes, celui-ci ne se soustrait pas à la logique comtiste des vastes projets novateurs, mais ses vues en la matière se fondent sur des enquêtes réalisées sur le terrain, et sont présentées dans des ouvrages différents de ses monographies. L'héritage comtiste se retrouve aussi dans les travaux de Durkheim, qui n'opère pas une distinction univoque entre les aspects philosophiques et moraux d'une part et les considérations scientifiques de l'autre. Par ailleurs, l'inclination d'une sociologie allemande pour l'action individuelle prise dans le cadre de la relation sociale le conduit à un procédé original, où l'observateur se substitue au sujet observé pour saisir à la perfection l'orientation de son comportement. Cette démarche proprement weberienne décidera au surplus Simmel et Schütz à déduire des analyses minutieuses du simple examen de la vie quotidienne, grâce à la banalité et à la simplicité de la relation sociale. Le langage plaisant que Merton associe souvent respectivement aux sociologues européens et américains est bien connu. Nous n'affirmons pas que ce que nous avançons soit vrai, mais du moins c'est logique. Se défendraient les premiers, et les seconds de se justifier à leur tour. Nous n'affirmons pas que ce que nous avançons soit logique, mais du moins c'est la vérité. De cette esquisse grotesque de deux cultures de recherche, on peut déduire que les sociologues du vieux continent se sont efforcés de partir du général pour parvenir au particulier, privilégiant surtout l'articulation spéculative et les grandes synthèses, tandis que leurs homologues américains affichaient une disposition d'esprit parfaitement contraire, en se référant au particularisme des croyances et des comportements sociaux pour aboutir à une construction plus générale. Aussi diverses que soient les approches du phénomène social qui sera traité plus tard avec minutie, il découle de ce développement historique qu'à l'origine, l'émancipation de la pensée sociologique était bridée par des considérations d'ordre philosophique. Cette vérité ne signifie pas pour autant un aveu de faiblesse ou d'échec de la sociologie. Toute discipline présente les caractéristiques de son temps et le discours sociologique ne se soustrait pas à ce constant tiraillement entre l'humble sujétion aux faits dans la logique de l'explication scientifique et le discours qui s'y incruste. Mais la scientificité réside aussi dans un dépassement de cette tension dialectique,
étant donné que l'effort du savant consiste à dépouiller le discours scientifique des tares qui s'y sont greffés au gré de l'histoire et de ses héritages. Et cette lutte incertaine pèsera dans la balance, quand sera venu le moment de trancher sur la validité du postulat selon lequel la sociologie est une science, postulat jusqu'alors admis pour les exigences de commodité, mais sous bénéfice d'inventaire. Chapitre 2 : Le propos sociologique. Introduction. À la suite du chapitre précédent qui retrace l'historique de la pensée sociologique pour introduire son dessin spécifique, ce second chapitre se concentre sur la définition de la sociologie. On s'accordera bien sur le fait que la question « Qu'est-ce que la sociologie ?», ne peut être résolue qu'à la suite de la genèse, entendu qu'une discipline ne dévoile finalement sa vérité qu'après une étude globale. Car toute lacune sur le dessin de la discipline crée un malaise qui altère l'articulation du ressort théorique. De plus, le sens de la définition doit rencontrer une certaine marge d'adhésion. Définir une discipline s'avère une démarche périlleuse. D'ailleurs, Platon relevait que le meilleur moyen d'assaillir son ennemi est d'exiger de lui une définition. Le danger réside précisément dans l'incapacité inhérente au langage de pouvoir exprimer toute la profusion des faits, sans se limiter uniquement à tous leurs aspects respectifs, mais en découvrant aussi la dynamique de leur évolution. La difficulté relève aussi de ce qu'une définition n'est pas a priori neutre, dans la mesure où elle dévoile des intérêts manifestes dans le cadre institutionnel de la science. Ici, se situe justement l'un des mérites de la sociologie, précisément de la sociologie de la connaissance qui a pu clarifier comment des désaccords dans la définition trahissent des conflits de pouvoir et d'intérêt. Fort de ceci, il n'est nullement question d'avancer une définition formelle de la sociologie, étant donné qu'aucune discipline rigoureuse ne peut être enfermée dans une définition précise. On se bornera donc à éluder la nature du projet sociologique en analysant son objet, dans la constellation des sciences sociales, sa vision, et les moyens dont il se dote pour les réaliser. 2.1 L'objet des sciences sociales. Dans leur essence, les sciences sociales réduisent leur cadre de réflexion aux phénomènes humains et se démarquent en principe des phénomènes physiques ou naturels. Un tel objet inclut les croyances, les représentations, les valeurs, les institutions, les organisations, les contraintes, etc. De façon tangible, ces phénomènes se manifestent par des actions humaines, ils constituent en quelque sorte la résultante des activités humaines. En amont, ils sont les fruits d'initiatives humaines et en aval, ils influent plus ou moins sur ces mêmes activités. De ce fait, admettre que l'objet de la sociologie se trouve dans l'étude de l'action humaine comme toutes les sciences humaines et sociales signifie qu'elle s'intéresse aux résultats de cette action, qu'ils soient d'ordre institutionnel, organisationnel, groupé ou encore d'ordre des croyances, des valeurs, des attitudes, etc. Quelque vaste que soit cet objet, il faut qu'il soit spécifié dans les domaines respectifs de chacune des sciences sociales, et pour notre sujet ici dans celui de la sociologie. Cependant, toutes les actions humaines ne sont pas compatibles avec la démarche scientifique. Celle-ci tient compte exclusivement des actes porteurs de sens car sa visée essentielle est de cerner la dynamique sociale. Par conséquent, les actions intermittentes ou irrationnelles se retrouvent en marge de son champ d'analyse. Pourtant, les actes déraisonnables, déviants ou injustifiés ne le sont que superficiellement et peuvent cacher une logique comportementale. Analysant les actes de délinquance jugés gratuits parce que leurs jeunes auteurs ne s'intéressaient pas à l'objet de leur forfait, l'école de Chicago, à travers les études de Thrasher, Shaw et McKay, parvient à mettre à jour la rationalité de ces actes et à suggérer une taxinomie des fondements de ces actes. Dans cette logique, le vol est perçu comme une distraction ludique et sportive au risque mesuré ayant comme motif la réalisation d'une prouesse. En un autre sens, par le vol et les actions criminelles, le sujet réalise une action rationnelle en valeur, comprise dans les sphères marginales et asociales comme une contre-valeur dans le cadre inverse d'une conformité sociale. Les travaux ultérieurs de Cusson corroborent cette logique, 1992. Les recherches de Bachler, toujours au sujet de la déviance, ont révélé que même les penchants suicidaires ne sont pas forcément spontanés ou irrationnels mais peuvent bien résulter d'une action réfléchie et raisonnée. Par ailleurs, des actes dont la paternité est attribuée aux psychopathes dissimulent,
au-delà d'une apparence d'incohérence ou de démence, une rationalité. C'est du moins l'une des thèses essentielles d'Erving Goffman, qui dans l'analyse de ce qu'il qualifie d'institution totale ou totalitaire, Total Institute, relève que dans les espaces isolés à l'image de l'asile ou de l'hôpital psychiatrique où la liberté est supposée entièrement entravée, les actions perçues comme erratiques par une certaine logique médicale portent la marque de la rationalité. Ceci apparaît clairement si l'on dépasse la culture savante de cette logique médicale, pour s'imprégner de la culture du malade et d'inscrire son acte dans ce système de valeurs. Je pensais et je pense encore, écrit-il dans son propos liminaire, qu'il n'est pas de groupe, qu'il s'agisse de prisonniers, de primitifs, d'équipages, de navires ou de malades où ne se développe une vie propre, qui devient signifiante, sensée et normale dès qu'on la connaît de l'intérieur. C'est même un excellent moyen de pénétrer ces univers que de se soumettre au cycle des contingences qui marquent l'existence quotidienne de ceux qui y vivent. L'on touche ainsi une des difficultés de l'analyse scientifique, qui résulte de ce que les phénomènes sociaux sont parfois autres que ce qu'ils paraissent à première vue. Il s'avère peu aisé de discerner alors les aspects rationnels, non rationnels et même irrationnels dans les origines de l'action, en raison non seulement d'une confusion toujours possible à l'origine d'un même type d'action mais aussi de possibles travestissements conscients ou non des uns par les autres. On peut donc déduire de ce qui précède que l'action humaine signifiante, qu'elle soit individuelle ou collective, institutionnalisée ou non, contrainte ou libre, constitue le domaine de définition de la discipline. À ce propos, la littérature sociologique emploie invariablement pour ainsi dire, les termes action ou comportement, selon que le contexte s'y prête. Il est en effet difficile d'associer le terme comportement à une institution ou une organisation. La notion de comportement semble s'étendre aussi bien aux conduites intentionnelles, réfléchies et volontaires qu'à celles qui ne le sont pas. Elle fédère au surplus tout mode d'expression individuelle encline à influencer autrui. Ici sont entendus le mode vestimentaire, les gestes, les mimiques, en un mot toute forme d'expression verbale ou non verbale. La notion d'action se réfère plutôt à la conduite intentionnelle du sujet, et le désigne par le vocable d'acteur ou d'agent, c'est-à-dire celui qui agit. L'usage de cette terminologie est lié à la notoriété des modèles d'explication centrés sur les organisations, et qui exposent les stratégies des individus. Toutefois, cette acception ne limite pas sa perception de l'action à la seule activité ou à l'intervention directe, elle inclut également les actes de tolérance, d'omission ou d'abstention, étant donné que l'absence de réaction est aussi porteuse de sens. En dernier lieu, il faut souligner que la problématique ou le modèle d'explication détermine l'appareil conceptuel lui-même, et par conséquent le lexique. Que signifie à présent l'action sociale ou l'activité sociale ? Lorsqu'on évoque par exemple les conflits sociaux, on n'entend nullement par là des initiatives à portée humanitaire ou altruiste, non plus des intérêts collectifs, encore moins des problématiques exclusivement relatives à la classe ouvrière et aux syndicats. La dimension sociale se manifeste dès que l'action de l'individu, ou du groupe, se focalise significativement sur l'autre qu'il soit physiquement présent ou non. En outre, l'usage des moyens de communication courants, téléphone, télécopie, courriel, etc., et le fait de canaliser ses actions en se référant à l'attitude d'autrui ou pour l'influencer, relève d'une action sociale. C'est ce que Goffin illustre dans un ouvrage au titre très suggestif, La mise en scène de la vie quotidienne, avec dans son premier tome le titre, La présentation de soi. Cependant, le contexte classique de la socialité est celui de l'interaction manifeste entre les individus ou les groupes d'individus. Voici d'abord ce que l'interaction sociale n'est pas. Julien Freund, en analysant l'œuvre de Max Weber, clarifie très simplement cet aspect négatif de la question. N'importe quel contact entre les hommes n'implique pas comme tel une relation sociale. La collision involontaire entre deux cyclistes n'a rien d'une relation sociale. Par contre, elle apparaît lors de leur tentative pour s'éviter l'un l'autre ou après le choc, les horions qu'ils s'échangent ou avec la discussion pour s'entendre à l'amiable. La présupposition fondamentale d'une activité sociale est donc la relativité significative au comportement d'autrui. Parce que cette relativité fait défaut, une activité uniforme de plusieurs personnes isolées ne saurait être dite sociale. Par exemple le fait que les passants dans la rue ouvrent au même moment leur parapluie pour se protéger contre la pluie qui se met à tomber. Même l'imitation et la tradition ne comportent pas nécessairement une activité sociale,
lorsqu'elles sont simple répétition d'un geste. L'interaction sociale suppose donc que l'acteur ou l'agent modèle son action selon celle d'autrui, qui peut aussi agir en réponse. Dans ce cadre, il faut une conscience naturelle de la présence de l'autre et une action tangible à même de se diffuser dans diverses directions. L'action et l'interaction sociale ne sont pas du ressort exclusif des sociologues. Les économistes dans le mouvement de la transaction surtout monétaire, les juristes dans celui des contrats de vente, de location, les linguistes et les sémiologues dans celui des joutes verbales et symboliques s'y intéressent aussi. Par conséquent, il nous revient de spécifier la particularité de la sociologie dans la constellation des sciences sociales. 2.2 Le point de vue de la sociologie. Comment s'y prendre pour circonscrire la spécificité d'une discipline ? Au centre de la polémique se trouve la question de savoir si les phénomènes sociaux constituent un domaine en marge de la vie ou de l'activité humaine, ou bien s'ils sont comme un aspect ou une perspective de cette existence. Il est à reconnaître que dans toutes les disciplines scientifiques, la nature de l'objet a été discutée en allant d'une perspective à une autre, que la première vision qui évoque l'idée d'un territoire est antérieure à la seconde qui tente à faire école actuellement. Ainsi, dans le passé, les économistes décrivaient leur discipline comme la science de la production, de la distribution et de la consommation des richesses, c'est 1844. De son côté, Gaëtan Pirou soulignait que l'économie politique est un département dans cette vaste province du savoir humain que forme la sociologie ou sciences sociales, 1939. Aujourd'hui toutefois, les économistes semblent inscrire tous les faits sociaux à leur programme du point de vue de la pénurie des biens ou de la limitation des ressources, Samuelson, 1977-1948. Tome 1, page 3.1. Cette polémique n'est pas non plus étrangère à la sociologie. Ainsi, Durkheim délimitait le domaine et le territoire propre à la sociologie, lorsqu'il reconnaissait l'existence de phénomènes fondamentalement sociaux. À son avis, le fait social, loin d'être une manière de percevoir les faits individuels, se présente plutôt comme une réalité non assimilable à tout autre type de réalité à caractère psychologique, biologique, physique, etc. Cette réalité correspond donc au champ de la réflexion sociologique, Durkheim 1973. La sociologie moderne privilégie une vision moins domaniale de son objet lorsqu'elle étend son territoire à tout processus humain, mais dans une perspective particulière. Et ce point de vue définit son originalité. Il est toutefois possible, du fait de la perspective envisagée, qu'un domaine de l'activité humaine soit amplifié, ce qui ne ruine nullement l'idée de se démarquer de la vision territoriale de la science. La délimitation qui sera opérée entre les disciplines voisines les unes des autres entérinera la légitimité de cette position. À ceci, on pourrait certes opposer que la définition des sciences ne se fait autrement que par la démarcation d'un domaine, que la criminologie et la science de la communication par exemple observent cette logique. La réponse est pourtant simple, que ces deux sciences citées en exemple soit au singulier relèvent d'un abus de langage. Elles se présentent en effet sous la forme d'une juxtaposition et d'une combinaison de plusieurs disciplines, soit autant de perspectives sous lesquelles un thème comme le crime par exemple est considéré. Cette approche disciplinaire ainsi éveillée permet à des chercheurs de divers domaines, qu'ils soient juristes, sociologues, psychologues, médecins psychiatres ou non, et à des acteurs sociaux de tirer des avantages de la confrontation des différentes positions pour solutionner des problèmes relevant de la pathologie sociale. En effet, faire du crime l'objet d'une science spéciale, la criminologie comme le faisait Durkheim, est aléatoire, 1973, page 35. On pourrait en dire de même pour la communication, qui est à l'image de la criminologie un assemblage de disciplines qui interpellent tant les sociologues, les ethnologues, les psychologues, les linguistes que les sémiologues. En définitive, il est judicieux de définir une science en se référant au type de regard qu'elle jette sur la réalité. Cette méthode offre une grande garantie d'exactitude et permet de contourner les polémiques infructueuses afférentes aux disputes de domaine. L'essence de la discipline présente de fait un contour plus net. Dès lors, la sociologie se fixe comme objet les phénomènes sociaux tels qu'ils se manifestent sous forme d'action, d'interaction, d'organisation, d'institution, de contraintes, etc. C'est dans le dessein d'en déduire la signification à partir des facteurs sociaux eux-mêmes. Il en ressort qu'il n'existe a priori d'objet sociologique en substance,
mais que tout mouvement humain porteur de sens peut être saisi sous l'angle de la pensée sociologique. En effet, tout regard sociologique porté sur un phénomène quelconque, que ce soit une table ou une émotion, le socialise et le fait adhérer à cette discipline. De cette façon, on construit théoriquement un objet quel qu'il soit en partant de son point de vue, au moyen d'une conceptualisation et d'une méthodologie sociologique. Supposons une réaction strictement émotionnelle comme les pleurs et les rires à laquelle nous conférons un caractère essentiellement social, en ne l'associant ni à la personnalité de son auteur, ainsi procède la psychologie, ni à des déterminants psychologiques mais à des contingences culturelles ou de classe sociale qui permettent d'en comprendre par exemple soit la spontanéité, soit les éclats ou soit au contraire le contrôle. On rit aux cuisines, on sourit au salon, dit le dicton. Une telle précision ouvre la voie à une relativisation des phénomènes physiques ou naturels. Ce type de phénomène en principe étranger à la pensée sociologique s'intègre à notre perspective sous forme de phénomènes explicatifs et de phénomènes à expliquer, dès qu'on les assimile à l'expression d'une socialité. Ainsi, quoique l'espace physique soit a priori du ressort du naturel, sa conversion domestique ou urbaine le transforme en fait social. Ces espaces, en plus d'être transformés par l'activité humaine, sont aussi une certaine vision de la vie sociale. De même, la distinction entre hommes et femmes se manifeste sur le plan social par la représentation que l'on s'en fait et la répartition des activités professionnelles ou domestiques dans chaque culture. 2.3. Les ETAPES essentiels de la recherche sociologique. Pour atteindre ces buts, la recherche sociologique opère en 3 grands moments: la description, la compréhension et l'explication. La description se réduit à la définition d'une situation dans sa nature brute à travers l'action d'un acteur individuel ou collectif, ou de plusieurs acteurs ainsi que des éléments gravitant autour du processus. Cette démarche peut déboucher sur la construction de typologies ou de la classification des résultats obtenus dont l'utilité, la valeur heuristique, réside dans leur aptitude à se prêter à une explication. Pour qu'un mode particulier d'analyse et de classification des résultats empiriques conduise à une explication des phénomènes considérés, écrit Carl Hempel, 1972, il faut qu'il soit fondé sur des hypothèses relatives à la manière dont ces phénomènes sont liés. Faute de telles hypothèses, analyse et classification sont aveugles. 1972-1966, page 20. La recherche sociologique, à l'image d'ailleurs de toutes les disciplines à vocation scientifique, ne se limite pas aux résultats bruts, même traités dans des classifications reposant sur des hypothèses. Elle doit en plus se livrer à un exercice de déconstruction-reconstruction. Certes, dans le contexte des sciences sociales, les actions sont immédiatement porteuses de sens pour l'observateur, mais il est aussi vrai qu'une action se prête à différentes interprétations. On arrive ici à une phase originale, spécifique aux sciences humaines et sociales, la compréhension. La démarche compréhensive se réalise par un exercice d'analyse tendant à fixer les intentions de l'agent par rapport à l'autre, et à dégager dans le cadre d'une conceptualisation et d'une méthodologie, la pertinence des finalités qui sous-tendent leurs actions. Cette opération sera plus largement abordée, au niveau des paradigmes. L'explication que l'on considère injustement comme opposée à la compréhension équivaut à une phase finale reliée d'ailleurs à l'observation initiale des faits sociaux. Évitons d'abord d'être trop formels. L'explication n'est jamais absolue et ne peut être perçue qu'en un sens probabiliste, parce qu'elle a souvent un caractère fragmentaire et que l'objet sociologique admet d'autres formes d'interprétation d'un même phénomène, qu'elles soient d'ordre biologique, psychologique ou économique. La phase de la compréhension a pour but de dévoiler le sens que l'agent attribue à son action, alors que l'explication est l'étape pendant laquelle le chercheur s'évertue d'en saisir la signification en reportant l'action à une théorie ou un modèle d'interprétation. Le dessin théorique se manifeste par des formules très variées, à commencer par un réseau de généralités à même de contenir une foule de faits sociaux réunis sur la base d'un commun dénominateur. S'appuyant sur l'exemple de la déviance, Hubert Blalock met à jour les défauts de cette démarche. Il existe des milliers de formes différentes de déviance dont quelques-unes seulement sont définies socialement comme étant suffisamment sérieuses pour retenir l'attention du public. Crime, trafic, suicide de drogue, rébellion ouverte, etc. Supposons que la sociologie qui étudie le phénomène du hold-up
doit développer une théorie du hold-up totalement indépendante d'une théorie utilisée pour expliquer l'homicide. Étant donné le grand nombre de variables explicatives pouvant être utilisées dans les deux cas, une telle procédure entraînerait un gaspillage énorme. Il serait préférable de disposer d'une théorie qui rende compte à la fois du hold-up, de l'homicide et du suicide. Il serait à la limite très souhaitable d'avoir une seule explication intégrant toutes les formes de déviance. Quelque souhaitable que puisse paraître une théorie aussi générale, il peut être utopique qu'elle aurait la même force d'explication pour toutes les formes de déviance, exactement de la même façon qu'une explication théorique de la maladie ne serait pas d'un grand secours pour le médecin praticien. Une explication extrêmement générale, même si elle est vraie, risque d'être à ce point vague ou abstraite qu'elle ne rende aucune prédiction réellement spécifique, vérifiable par la recherche empirique. Blalock, 1973. Nous nous distançons donc de ce sens commun de la notion de théorie, car elle ne suffit pas pour la vérification des faits. Or, une théorie, dans la phase explicative qui est le sujet de cette polémique, inclut forcément, comme le démontre Karl Popper, 1973, l'éventualité d'une réfutation. La démarche de vérification doit être comprise en ce sens. La notion de théorie suppose qu'un projet causal démêle l'enchevêtrement de relations observées dans les phénomènes sociaux. Par causalité, on entend une organisation rationnelle des divers déterminants pouvant entrer dans l'explication d'un phénomène, essayant de les catégoriser et d'évaluer leurs influences respectives dans la réalisation du phénomène. Comme l'écrit Gander, 1971, avec beaucoup d'à-propos, nous accepterons donc de dire qu'il y a causalité lorsqu'on peut mettre en lumière une hiérarchie parmi les éléments déterminants d'un modèle. La détermination en question est évidemment structurale. Elle ne saurait être décrite comme engagement d'un élément par un autre, mais seulement comme résultante d'un système de liaison. De telle sorte que le mot de cause devait perdre alors tout sens absolu pour ne s'appliquer que dans l'hypothèse d'une mise en ordre, le plus souvent partielle, d'un ensemble de conditions déterminantes. Que certaines d'entre elles jouent le rôle de variables dans les classes de situations bien précisées, voilà qui suffit à donner un sens convenable à la notion de cause, mais non pas à lui conférer un statut ontologique en prétendant qu'on connaît alors, définitivement et de façon décisive, la réalité. Par ce procédé, la recherche doit favoriser l'identification des liaisons illusoires entre les variables, en ne gardant à l'esprit que ces liaisons qui ont un sens sur le plan statistique, mais sont inexactes du point de vue sociologique. Le poids du hasard, la sollicitation excessive des coïncidences et les effets de système sont à l'origine de ce paradoxe. 2.4 Les DIFFERENTES branches de la sociologie. En tant que science de la réalité sociale qui vise à appréhender les multiples dimensions de la dynamique sociale, la sociologie concentre son objet sur le cadre où se déroulent les différentes réalités qui impliquent l'homme en tant qu'acteur social. L'homme est à la fois homo economicus, homo ludem, homo religius, homo politicus, etc. Étudier les différents secteurs d'activité sociale qui servent de matière d'analyse à la sociologie revient à analyser les multiples champs d'action de l'homme, comme acteur, posant des actes à même de se prêter à une analyse sociologique. Ces champs sont multiples et vont de l'économie, de la religion, de la politique, de l'industrie, du rural, de la connaissance, du droit, de la ville, au langage, à la communication, à la musique, à l'art, à la littérature, aux élections, etc. Ces champs seront abordés ici de façon succincte. 2.4.1 La sociologie économie. Son domaine de recherche se situe à la frontière entre la sociologie et l'économie politique. Ceci s'illustre dans ce propos des apostrophes Alain Caillé. Sociologie et économie politique constituent ainsi les deux pôles du champ classique des sciences sociales. Ce champ, c'est le statut de la question et de la représentation de la réponse qu'on espère y apporter. Il est donc incontestable que le champ d'investigation de la sociologie économique se focalise sur les dimensions sociales des faits économiques, et en un sens inverse sur les pendants économiques des faits sociaux. 2.4.1.1 Les dimensions sociales des faits économiques. Un fait économique ordinaire comme la fourniture de l'énergie électrique aux ménages. Dans les situations normales de fourniture du courant, ce fait économique semble aller de soi et on ne perçoit pas de manière significative ses retombées sociales.
Mais dès qu'une crise survient dans le mécanisme de distribution de l'énergie, on voit l'évidence des blocages sociaux que ce fait génère dans les ménages. Les enfants ne disposent pas de lumière pour apprendre leurs leçons, les ménagères ne peuvent plus faire des réserves de provisions dans les réfrigérateurs pour se libérer des emplettes quotidiennes qui entravent leurs activités culturelles. 2.4.1.2 Les retombées économiques des faits sociaux. Cette implication s'illustre par le phénomène de la grève qui est une action des ouvriers en vue de poser des exigences uniquement sociales, telle l'amélioration des conditions de leur travail. Une telle action peut produire des retombées économiques imprévisibles. Les troubles dans le mécanisme de production, le retard de l'entreprise dans la satisfaction des engagements envers les clients. De ce qui précède, il découle que la spécialité de la sociologie dont l'étude converge vers les impacts sociologiques des faits sociaux et les suites économiques des phénomènes sociaux, est très dense. 2.4.2 La sociologie politique. Cette branche de la sociologie renvoie à Maurice Duverger, pour qui le dessein d'une sociologie des régimes politiques est de définir les divers types de régimes existants ou ayant existé, dans le but de mettre à jour les relations qui lient tel genre ou telle structure sociale, de niveau économique et culturel. Lorsque Platon, dans la République, esquisse le schéma idéal d'un gouvernement d'une cité idéale de justice, ou lorsqu'Aristote évoque les Athéniens en matière de constitution politique, ces auteurs se basent sur l'étude de leur société contemporaine comme ils la percevaient. C'est parce qu'ils maîtrisaient les mécanismes de cette société qu'ils en ont schématisé leur représentation d'un autre gouvernement de la cité. Cité idéale pleine de justice selon Platon, la société athénienne dans une vision démocratique selon Aristote. Montesquieu s'inspirera des mêmes conceptions de la société dès les XVIIe et XVIIIe siècles pour construire sa trilogie, monarchie, oligarchie, démocratie. À la suite de la description du contenu des trois régimes possibles, Montesquieu prône une monarchie constitutionnelle pour la France. Voici le schéma simplifié de ces trois systèmes que l'auteur présente. Toutefois, il pense déceler même dans la République un mélange de démocratie et d'aristocratie, dans le despotisme l'existence d'autres acteurs à côté du tyran, dans la démocratie, l'impossibilité d'assurer l'implication de tous les acteurs dans les décisions collectives. La sociologie politique se propose donc d'étudier les soubassements sociaux de tout régime politique, entendu que tous les pouvoirs politiques sont ancrés dans un contexte social qui mérite d'être élucidé. 2.4.3 La sociologie industrielle. En tant qu'acteur social, l'ouvrier de l'industrie pose des actes qui doivent être étudiés. En outre, cet acteur travaille chaque jour dans une usine, dans un atelier, et il serait pertinent d'évaluer si les innovations introduites dans l'atmosphère de l'usine peuvent avoir des retombées sur le niveau du rendement. Cette situation se trouve au centre des célèbres expériences que Elton Mayo a réalisées dans les industries de filature de Philadelphie. L'évolution de la psychosociologie de l'entreprise, les diverses visées des ouvriers, la responsabilisation des ouvriers pour leur inculquer la conscience de groupe, les ouvriers se sentent impliqués dans le travail et dans ces conditions, ont stimulé la productivité. Par ailleurs, le mode d'organisation de l'entreprise, l'impact de l'organisation syndicale et la vie de travail conditionnent le degré de confiance entre les employés et les travailleurs. Tout cet entremêlement de relations de travail constitue l'objet de la sociologie industrielle. 2.4.4 La sociologie rurale. Elle s'intéresse aux sociétés rurales et aux conditions sociales dans les milieux ruraux. Toutefois, cette spécialité de la sociologie est confrontée à certaines situations dans les sociétés africaines. Premièrement, la dimension de l'espace rural embarrasse, histoire, géographie et les divers problèmes qu'on y rencontre. Ensuite, ce large espace voit la réduction du nombre des agriculteurs suite à l'afflux des jeunes de ce milieu vers les villes. Enfin, l'exubérance urbaine engendre l'expansion de la culture urbaine vers les campagnes. Il en résulte l'urbanisation des milieux ruraux et la ruralisation de l'espace urbain grâce au phénomène de l'exode rural. Dans le contexte des sociétés africaines, la sociologie rurale oriente ses analyses sur certains problèmes cruciaux. Le développement de l'économie rurale est fortement conditionné par l'adoption de techniques nouvelles. Ainsi, la révolution agraire en Afrique passe nécessairement par l'innovation technologique.
La sociologie rurale doit donc prendre en compte les atouts et les entraves à l'innovation technique dans l'agriculture africaine. La seconde difficulté majeure réside dans la conservation de l'équilibre environnemental. L'innovation technologique vise à équiper la production agricole en Afrique pour relever le défi de l'insuffisance alimentaire. S'impose alors la nécessité d'étendre les espaces agricoles pour couvrir les besoins des populations de plus en plus nombreuses. Cette extension de l'espace agricole s'accompagne de dégâts environnementaux. Le sociologue ruraliste doit aussi prendre en compte des comportements et des finalités. L'usage massif d'engrais chimiques contribue certes à la croissance du rendement. Mais, cette pratique se heurte aux exigences des consommateurs dont les associations dénoncent les inconvénients des intrants non naturels. Comment réagissent les agriculteurs même face à ce problème? Se sentent-ils impliqués dans cette polémique? Ou bien l'aperçoivent-ils sous l'angle d'une dispute entre citadins? Un autre type comportemental que le sociologue ruraliste ne doit pas perdre de vue est la problématique du genre qui se manifeste encore plus dans le secteur agricole. Par suite de la quasi-division du travail basée sur la répartition des rôles sociaux selon le sexe, les femmes sont réduites à certaines tâches, corvée d'eau, corvée de bois de chauffe, et leur implication dans d'autres activités est perçue comme une intrusion dans des domaines d'activité réservés exclusivement aux hommes. En plus, l'impossibilité pour la femme d'hériter d'un domaine foncier du fait d'un régime patriarcal abusif la place dans une position de dépendance par rapport aux hommes, qui seuls ont le droit de disposer d'un héritage foncier. 2.4.5 La sociologie religieuse. Elle se propose de cerner le fait religieux pour en dégager une explication. Les faits sociaux sont-ils ou peuvent-ils être expliqués à partir des comportements religieux? Par quels mécanismes les croyances et attitudes religieuses génèrent-elles des réalités sociales? Ces réalités sociales issues de croyances et d'attitudes religieuses existeraient ou divergeraient-elles si on supposait l'inexistence de ces croyances, ou si elles disparaissaient sous l'influence des mutations? Les sociétés africaines sont très imprégnées du sacré, de l'invisible. La sociologie religieuse doit répondre aux interrogations suivantes. La religion peut-elle être à l'origine d'un changement? La religion peut-elle revendiquer une autonomie vis-à-vis de la politique? La religion peut-elle constituer une entrave à la modernité? Cette branche de la sociologie est la chasse gardée de Gabriel Lebras et de ses disciples, qui ont entrepris des recherches sur les faits religieux dans la France contemporaine. Lebras est l'auteur de Études de sociologie religieuse publiées en 2 volumes, 1955 et 1956, et Introduction à la pratique religieuse en France en 2 volumes, 1942 et 1945. 2.4.6 La sociologie juridique. L'intention de Montesquieu dans l'Esprit des lois 1748 est de nous révéler les rapports que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la population, la religion, le commerce, etc. Ainsi, toute communauté humaine policée doit reposer sur les principes de lois admis par la collectivité. Chaque entité d'un groupe social a l'obligation de connaître les lois et les règlements ayant cours dans le milieu où il évolue. Le milieu académique par exemple est régi par des règles, et cette relation entre droit et société témoigne à elle seule de l'importance d'une sociologie du droit. Dans cet ordre d'idées, Durkheim va écrire que la vie générale de la société ne peut s'étendre sur un point sans que le droit ne s'y étende en même temps et dans le même rapport. De la division du travail social, 3e édition 1937. Le droit en lui-même est un fait social appréhendable par la sociologie. De ce fait, la sociologie juridique s'emploiera à répertorier les diverses formes du droit et leurs accointances avec leur structure sociale d'origine. Les rapports entre le droit et la société ont un autre fondement. La cohabitation entre les hommes est source de tensions et de rivalités. L'identification de ces tensions sociales qui, le plus souvent entraînent des dysfonctionnements est indispensable à la survie du groupe. Cette identification des origines des conflits et des troubles sociaux qui en résultent favorise l'installation des institutions les plus aptes à pérenniser la cohésion sociale. Ainsi, la sociologie du droit est appelée à concevoir le socle de meilleures structures juridiques pouvant servir de support à un système social qui facilite la vie collective. 2.4.7 La sociologie électorale.
Les comportements liés aux élections ne sont pas désintéressés. Lors des scrutins, le choix des électeurs fait suite à un tri minutieux entre les diverses possibilités qui leur sont offertes. Ainsi, l'électeur fait attention à ce qu'il entend autour de lui et porte son intérêt sur ce qui se passe dans son milieu. La sociologie électorale est donc cette spécialité de la sociologie dont l'objet porte sur les comportements des électeurs et les divers indicateurs qui orientent leur choix. Lancée en 1937 par une équipe de chercheurs américains Paul Lazarsfeld, Frank Stanton, Andy Cantil, avec le soutien financier de la Rockefeller Foundation, ces études se sont développées entre 1940 et 1950 à Columbia University New York, sous la conduite du Bureau of Applied Social Research, BASR, dirigé par Lazarsfeld. Ces travaux ont donné lieu à de multiples publications. Lazarsfeld, PF 1954, Voting. Katz et Liu, N. Lazarsfeld, PF 1955, Personal Influence. Tous ces ouvrages révèlent que la visée des commanditaires des enquêtes était essentiellement de connaître leurs auditoires. Ainsi, Clapper déduit de son analyse que l'efficacité des médias était relativement faible. Parfois, à l'opposé de la logique électorale, on note dans certains cadres géographiques ou politiques l'existence de ce que l'on peut appeler les notabilités inexpugnables. En effet, l'édifice démocratique le plus solide peut révéler de légères fissures en dépit d'une propension de la société globale au changement. Dans certains pays de l'Europe occidentale comme la France, la Grande-Bretagne ou en Allemagne, certaines circonscriptions électorales, constituency, orientent leur suffrage dans le même sens en dépit d'une propension générale au changement. Les mêmes notables locaux peuvent conserver leur mandat, malgré une tendance prononcée pour le changement dans le pays. Cette situation peut résulter de facteurs divers, où les électeurs ne désirent pas changer une équipe qui gagne, soit par crainte de l'inconnu, où l'électorat veut d'abord jauger les performances des nouveaux prétendants et n'est acquis à la cause des nouveaux candidats qu'à la suite d'une longue évaluation. La sociologie électorale vise à élucider ces situations pour déceler les causes de l'hésitation dans les changements de comportement des électeurs devant l'émergence de nouveaux prétendants, qui se démarquent de l'habituel groupe de candidats éligibles. 2.4.8 La sociologie de la communication. Dans son ouvrage titré La dynamique des groupes Rissayer 1, PUF, 1982, Didier Anzieux définit la communication comme l'ensemble des processus physiques et psychologiques par lesquels s'effectue l'opération de mise en relation d'une ou plusieurs personnes, l'émetteur, avec une ou plusieurs personnes, le récepteur, en vue d'atteindre certains objectifs. Et Moreno Chiovoloni de préciser que la communication est un processus qui concerne les hommes. Entendu que la communication est un mécanisme social qui implique plusieurs catégories d'acteurs en situation soit d'émetteurs, soit de récepteurs, le sociologue de la communication a pour vocation d'élucider les implications sociales du mécanisme de communication. On se rend alors compte que la sociologie de la communication dispose d'un champ de recherche original. L'étude des comportements des individus en communication. L'étude de la nature et du contenu des relations que ces personnes établissent entre elles. La connaissance des champs de la communication. Ce dernier aspect a le plus retenu l'attention des hommes de la recherche empirique sur la communication. La communication sociale se répartit en divers champs tels que l'édition, la presse écrite, la radio, la télévision, la téléphonie ou encore l'informatique. Étant donné que ces champs sont une manifestation des rapports de l'acteur avec le public, ils appartiennent au domaine d'investigation du sociologue, et la sociologie de la communication a pour vocation d'analyser ces multiples champs pour cerner les acteurs impliqués dans ces différents processus, leur importance, leur corrélation, l'influence de certains acteurs sur leur vis-à-vis, etc. Et de fait, l'idée de communication évoque l'importance du contexte social et culturel dans l'apparition et l'usage des techniques de communication, contexte, qui joue un rôle d'impulsion décisif à la fois dans l'innovation et dans les conditions ultérieures de son usage. Il est indéniable que la communication a sur le corps social un impact certain, qui va jusqu'à une menace de déstabilisation du lien social. En plus, les contextes sociaux qui servent de décor à la communication ne sont pas objectifs car ils modèlent la communication et les moyens qu'elle investit. Même les phénomènes économiques et idéologiques
n'échappe pas à l'emprise de la sociologie de la communication. 2.4.9 La sociologie de l'éducation. Les sciences de l'éducation ont tendance à se focaliser sur des pratiques, des situations, des agents et des systèmes éducatifs. Ainsi, il est incontestable que le terrain d'investigation de la sociologie de l'éducation est l'école. Mais les années 70 vont voir cette branche de la sociologie dépasser le contexte restreint de l'école pour s'ingérer dans l'analyse de la société elle-même. Les héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron évoquent dès 1964 le problème de discrimination au sein de la structure scolaire. Or, l'éducation, entendue comme la stimulation des potentialités intellectuelles et morales de l'individu, n'opère pas sans considérer l'insertion du sujet dans son milieu d'existence, la société. La sociologie de l'éducation se focalise donc sur l'école en tant qu'institution et son insertion dans le contexte culturel, social, politique et économique, avec ce que cette insertion inclut en termes de convergence vers l'analyse des combinaisons de multiples facteurs, individuels, familiaux, institutionnels, qui régentent les interactions des différents degrés de la réalité sociale totale. Dans son étude portant sur l'origine sociale des étudiants, Pierre Bourdieu souligne que Friedrich Jonas a fait cette déclaration très pertinente. Les héritiers reçoivent de leur famille un capital culturel, ensemble de connaissances et d'informations qui leur sont devenues quasi naturelles et handicapent dans leurs études ceux qui n'en disposent pas parce qu'ils sont nés dans les milieux défavorisés. L'école ne saurait constituer aujourd'hui le seul terrain d'une sociologie de l'éducation. Impossible d'ignorer les médias, les systèmes de consommation, les communications informelles. Impossible d'ignorer l'importance du phénomène générationnel et celle des modèles masculins et féminins. On ne peut faire aujourd'hui l'analyse de l'école, sans celle de la société, non plus l'analyse de l'institution sans celle d'une culture, celle de style de vie, et plus largement celle du fonctionnement social, la société désormais, sans l'approche des modes de formation nouveaux et les mutations socio-économiques qui méritent une attention toute particulière. La sociologie de l'éducation doit nécessairement déborder son champ afin de mieux le comprendre. 2.4.10 La sociologie de la connaissance. De par sa nature, la connaissance est une dimension sociologique du savoir. Celui-ci est changeant et il est pertinent d'étudier le rôle du savoir, les types de savoir et les mutations du savoir dans les diverses catégories d'institutions sociales où opèrent ces types de savoir. Dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1795, Condorcet a révélé une corrélation entre les progrès de l'esprit humain, les progrès de la science et les progrès de la connaissance. Pour sa part, Max Scheler dans Die Wissensformen und die Gesellschaft, 1921, a précisé que la diversité des types de connaissances résulte de l'environnement social dont sont issues ces connaissances, et que sur un autre point, ces connaissances sont évaluées en fonction de leur milieu culturel d'origine. Il est donc clair que la relation entre la société et le savoir est intrinsèque. Cela s'illustre dans l'allusion faite à Pierre Bourdieu qui associe l'acquisition du savoir à la particularité de chaque société, à ses potentialités économiques, à son aptitude à assimiler l'innovation, à l'exploiter pour en puiser la meilleure part pour l'intelligence. Conclusion. On confère à la sociologie toute une gamme de statuts. Philosophie sociale, voire métaphysique, Freund 1984, secteur de l'histoire Venn 1971, humanisme moderne Berger 1977, troisième culture oscillant entre science et littérature, Le Penny 1990, etc. De ce fait, l'issue du débat qui porte sur la question de savoir si la sociologie est une science ou non reste entièrement incertaine. Une réponse convenable à cette interrogation relève de la conception et de la définition que l'on se fait de la science. Limiter le critère de scientificité à la possibilité d'établir des lois et des expérimentations ne clôt pas le débat, mais le déplace simplement, car les concepts de loi et d'expérimentation sont ambigus et ne sont donc pas libres de toute critique. Ainsi, alors que certains auteurs nient la possibilité de l'expérimentation en sociologie, Chazelle, 1980, d'autres par contre, rejettent cette position en s'appuyant sur les multiples expérimentations réalisées en milieu industriel, Saint-Saulieu, 1987. La définition de la science, ou de ce qui est scientifique ou ne l'est pas, n'est pas immanente à la nature des choses. Elle est une construction sociale ou culturelle. En d'autres termes,
La science est une donnée sociale, une somme de crédulité séculaire dont la mutation entretient des rapports intrinsèques avec l'espace et le temps. De ce fait, les statuts de certaines disciplines ont changé au cours de l'histoire. D'abord reconnues comme sciences, elles tomberont en disgrâce et seront confinées au rang de sciences occultes ou de sciences parallèles. La clé du problème ne se trouve donc pas dans les termes absolus. Nous sommes enclins à considérer la sociologie comme une science. Que cette science présente des catégories esthétiques, idéologiques ou philosophiques comme toute science humaine est certain. Sa visée, comme nous l'avons souligné précédemment, ne s'identifiait pas à l'une de ces catégories puisque la description, la compréhension et l'explication qui procèdent essentiellement, non par des moyens de persuasion littéraire, idéologique ou autres, mais par des logiques de preuve, lui donnent un caractère cognitif. Même si les contenus des démarches mentionnées ne reproduisent pas exactement celles des autres sciences, ceci ne nuit nullement à leur qualité. À chacun son métier, dit le dicton. C'est parfaitement naturel que des disciplines ayant des objets différents adoptent aussi des méthodologies différentes. Se justifier de cette divergence pour taxer les sociologues des essayistes ne perturbe pas outre mesure, bien que des tenants patentés de la discipline y répugnent. Ainsi, regardant avec envie le territoire de la biologie et des sciences de la nature en général, Edgar Morin évalue le fossé qui sépare les disciplines supposées bien établies d'une sociologie philosopharde, ainsi qualifiée à cause de la grande marge qu'elle accorde à la subjectivité et à la réflexion personnelle. J'arrive enfin à l'idée, conclut-il, que nous sommes condamnés à être des essayistes. Qu'est-ce qu'un essayiste moderne ? Il faut prendre le mot au sens littéral. On essaie de comprendre sans prétendre détenir le savoir suprême des pontifes. L'essayiste dans ce sens, c'est celui qui sait que ce qu'il établit est une vision personnelle, qui a une part de partialité, de contingence, de gratuité mais qui s'efforce d'avoir le maximum d'éléments fiables, le maximum de données pour étayer son hypothèse. Nous sommes condamnés à travailler sur un matériel souvent scientifique, c'est-à-dire plus ou moins vérifié, ce qui arrive souvent dans un certain nombre de données statistiques, sur un matériel plus ou moins fiable, ce qui arrive aussi pour un certain nombre d'enquêtes sur le terrain, et avec le droit de réfléchir et d'exprimer notre réflexion personnelle dans le travail. Du reste, les sociologues connus sont tous des essayistes, y compris ceux qui prétendent ne pas l'être. Morin, 1989, page 162. Nous acceptons ce métier d'essayiste, surtout, s'il est exprimé de la sorte. Mais pourquoi ce double reproche qui semble éjecter le sociologue hors des sanctuaires de la scientificité dont les seuls ayants droit seraient les chercheurs en blouse blanche ? Les biologistes, les chimistes ou les physiciens échapperaient-ils de leur côté à ce qualificatif d'essayiste, qui dans la définition qu'en fait Morin correspondrait à leur activité ? En effet, la physique par exemple se résigne à délaisser certaines de ses vues immuables, corroborant la prévision du vieux philosophe écossais David Hume selon laquelle toute connaissance scientifique dégénère en probabilité. De fait, la physique microscopique opère par des lois et des théories à caractère probabiliste. La physique macroscopique s'interprète en dernier ressort, dans les concepts de construction macroscopique, qui évidemment reposent sur des lois de probabilité établies à partir de la physique quantique. Et cette tendance est poussée à l'extrême. Les physiciens s'associent maintenant à la classe des sociologues sur le plan du désordre. Aujourd'hui, la physique doit se décider à s'adapter aux bouleversements et aux évolutions bifurcantes, en gérant ceux-ci comme des éléments constitutifs de son territoire et non comme des déterminants exogènes. Ainsi se comprend le nouvel accord entre Nobel Prigogine et Stengers. Telle est aussi la position que les sociologues fonctionnalistes avaient affichée au sujet du conflit il y a plus de 5 décennies, comme cet ouvrage le révèle avec l'analyse des paradigmes. Prigogine et Stengers, 1979, confère aussi, de Koester, 1985, pp. 193-194. Les savants et les chercheurs de tous les domaines sont des essayistes, ce qui est à la faveur du travail scientifique. Les sociologues ont certes le mérite de l'admettre, mais leur défaut est sans doute de penser que cette situation s'applique presque exclusivement à eux dans la constellation scientifique. Chapitre 3 – Le pouvoir dans les organisations. Introduction. En séparant le pouvoir de tout cadre organisationnel, nous sommes parvenus au constat selon lequel le pouvoir est plus l'expression des rapports entre les acteurs sociaux que le fait d'un acteur social enclin à confronter ses forces avec un autre.
Nous allons examiner les conditions de corroboration de cette conclusion, en menant notre analyse dans le schéma Gropal et surtout organisationnel. Dans le but de mieux saisir la notion de pouvoir, on réalisera d'abord une récapitulation des principales ressources du pouvoir pour séparer le pouvoir de l'autorité à partir de ces ressources. Ensuite, on ira au-delà de cette démarche typologique dans le cadre du mouvement des organisations. 3.1 Les ressources du pouvoir. À la question de l'origine du pouvoir, Crozier et Friedberg indiquent 4 sources essentielles du pouvoir dans les organisations. La compétence, les relations entre l'organisation et son environnement, l'information et l'utilisation des règles organisationnelles, 1992 pp 8 2 à 90. On envisagera de terminer ce premier répertoire en distinguant dans une disposition qui ne repose nullement sur leur importance respective, la compétence, l'information, le capital de relation, les règles, les ressources financières et les ressources symboliques. 3.1.1 La compétence. Il est souvent admis qu'une spécialisation scientifique ou professionnelle confère du pouvoir à celui qui en dispose et le pouvoir se conforte à mesure que ses allois se constituent en monopole. Les anglo-saxons désignent ce pouvoir tout simplement par l'expertise. Pfeffer, 1981, pp 112 à 115, Mintzberg, 1983, pp 163 à 170. Dans une société disposant d'un grand nombre de diplômés, de spécialistes et de techniciens de toute discipline, la compétence tend à ne plus être forcément liée à la spécialisation scientifique ou professionnelle. Au sein de tout groupe toutefois, chaque sujet répond d'un minimum d'expertise résultant d'une expérience, Crozier et Friedberg, 1992, pp 8 4 à 85. La compétence ne relève uniquement pas du savoir et du savoir-faire de l'expert, mais aussi des titres qui en expriment la valeur. La compétence inclut aussi le pouvoir que confère à l'indigène sa familiarité avec les lieux et les coutumes du cru qui l'agrémentent pour tempérer le malaise de l'étranger et en faire son obligé. French et Raven, 1978, page 372. Pour conclure ce point, il faut éviter de faire l'amalgame entre la compétence définie précédemment et la compétence comprise au sens juridique du terme, entendue comme le cadre légal où opère un pouvoir officiellement établi. 3.1.2 L'information. Il est évident que pour agir en bonne connaissance de cause, l'acteur social doit disposer d'informations. Pour cette raison, on a antérieurement prouvé l'importance stratégique d'une structuration des réseaux communicationnels engendrant de réelles potentialités de rétroaction pour la vie des entités sociales. La construction et la maîtrise des sources d'information d'une part, et la valeur de l'information emmagasinée d'autre part constitue en quelque sorte un capital de pouvoir transférable que démontre l'importance de son trafic dans les groupes et l'intérêt de toutes les contingences qui en entravent ou en stimulent la circulation. Court-circuit, rétention, détournement, filtrage, enrobage, marchandage d'informations, etc. Le besoin de comportement social de l'être social, écrit Ruch, le motive et l'oblige à maîtriser ses instruments de communication. Sans eux, il pourrait difficilement recueillir l'information et satisfaire ses besoins vitaux. Une personne assure sa supériorité dans son groupe en premier lieu, en utilisant habilement ses moyens de communication. Collecter de l'information et fournir celle dont les autres ont besoin, posséder une conception réaliste des événements et agir en conséquence est ce qui caractérise l'homme qui réussit. Ruech, 1988, page 53. L'essor démesuré de l'informatique qui étend son empire sur l'activité industrielle et commerciale, et qui commence par déborder dans notre vie privée, témoigne de l'importance stratégique de l'information et de sa maîtrise. 3.1.3 Le capital de relation avec l'environnement. Dans les sources de pouvoir, Crozier et Friedberg exposent les rapports d'accointance de l'acteur social avec d'autres acteurs pourvus de pouvoir, 1992 pp 8 5 à 86. Bourdieu s'inscrit dans cette même vision lorsqu'il parle de capital social, ou de l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'interreconnaissance, 1979 page 2. Avoir du pouvoir, comme on le dit, c'est en quelque sorte exploiter le pouvoir d'autrui à son profit. En entretenant des liens dans différentes sphères d'activité, l'acteur capitalise des atouts non pas à son avantage exclusif, mais aussi au profit de l'organisation pour laquelle il travaille.
Les ressources humaines, matérielles et financières de cette organisation proviennent de ses relations avec son voisinage commercial, politique et culturel, d'où l'intérêt vital que revêtent ces relations. L'acteur qui sert d'intermédiaire à cette liaison acquiert du pouvoir qui lui permet, le cas échéant, de faire valoir financièrement ses services d'entremetteur. De plus, celui-ci, en entretenant ces relations, multiplie ses opportunités et évite habilement de mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui lui permet de se préparer des solutions de rechange en cas de nécessité. Toujours dans le sillage des justes intuitions de Crozier et de Friedberg sur ce point, nous rappelons aussi l'existence de liaisons avec le voisinage de nature plus institutionnelle. Il est ici question des membres d'une structure liée formellement à d'autres institutions qui les chapeautent dans une relation d'influence, voire de protection. Le cas du délégué syndical illustre cette situation. Il dispose de moyens pour aviser sa hiérarchie, les représentants du holding ou de la société mère. Il en est de même des belles-mères, qui, exhibant une tendance politique quelconque dans les cabinets ministériels, servent les intérêts du parti opposé dans le contexte général d'une coalition gouvernementale. On mesure alors toute l'ampleur du pouvoir que l'agent peut tirer de ce simple rôle de liaison institutionnelle, même si sa mission se réduit à un rôle de surveillance, de Koster, 1999, page 99. 3.1.4 Les règles. L'aptitude à influencer autrui trouve sa justification dans les règles, qui sont ici comprises en un sens plus étendu. Dans une organisation donnée, l'acteur qui à un degré quelconque de la hiérarchie est à la tête d'un service administratif, dispose notamment d'un pouvoir de ce genre. À l'origine de ce pouvoir, on rencontre un acte ou une décision officielle du conseil administratif ou de l'instance qui assume cette fonction. Weber synthétise cette forme d'autorité et trouve qu'elle tire son origine du droit, 1971, page 223. De nouveaux moyens de pouvoir du même type naissent du pouvoir légitime. Ainsi, le groupe, l'organisation ou l'individu qui a un statut assez élevé se trouve parfois autorisé à introduire de nouvelles règles afin de pallier les vides que les règles générales ne peuvent couvrir. À partir de là, l'acteur acquiert l'autorité pour modifier les règles anciennes selon ses desseins ou ses intérêts, et même d'orienter le sens des ordonnances existantes en se justifiant de l'opacité et du silence des textes. 3.1.5 Les ressources financières. Exposant les rapports étroits qui lient le système économique et le système politique, Talcott Parsons assimile le pouvoir à l'argent en se servant d'une allégorie qui certainement n'est pas innocente. Si en bonne économie, l'argent constitue un mécanisme général de régulation de la production et de la répartition des biens, le pouvoir aurait une vocation semblable dans le système politique au sein duquel il constituerait une valeur d'échange transférable et reproductive. Parsons, 1960, pp 144 à 145 et 183 à 186. L'argent sous-tend le pouvoir car dans les organisations à portée économique, les responsables mobilisent à leur profit les moyens financiers qui leur permettent de disposer des capacités productives pour pouvoir payer leur personnel. Marx, exposant ce phénomène, va jusqu'à l'idéaliser en écrivant dans ses Grundrisse. Le pouvoir qu'exerce l'individu sur l'activité d'un autre, ou sur la richesse sociale, il le tient de ce qu'il est propriétaire de valeurs d'échange, d'argent. Il a ainsi dans sa poche tout son pouvoir sur la société et ses relations avec elle. 1968, pp 154 à 155. Le résultat consiste en ce que la hiérarchie a entre ses mains des moyens de sanctionner les activités des employés en adoptant une politique de salaire appropriée. Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue que l'argent facilite l'acquisition d'autres moyens de pouvoir comme l'information ou la formation dont résulte la compétence. 3.1.6 Les rétributions symboliques. Aux ressources financières de l'organisation s'ajoute toute une gamme de ressources symboliques que les responsables peuvent investir pour influencer les actions de leurs employés. De cette catégorie sont les titres et les décorations, qui cependant entrent dans l'éventail des signes et indications visibles destinés à exprimer un rang hiérarchique, par exemple dans l'attribution des espaces de bureau et de leurs équipements, dans la tenue des diverses manifestations. Fischer, 1980, pp 5.3-55. 3.2 de la NECESSAIRE Distinction entre pouvoir et AUTORITE. Bien qu'il soit impossible de répertorier de façon exhaustive les ressources du pouvoir,
L'inventaire permet de réaliser l'ampleur des avantages importants que tirent les acteurs sociaux grâce aux diverses liaisons qu'ils établissent dans les organisations. Ce répertoire pourrait confirmer l'idée qui conçoit le pouvoir non comme une marque de la relation sociale, mais de l'acteur lui-même. En d'autres termes, la dynamique sociale met en jeu ceux qui seraient investis des moyens du pouvoir et ceux qui n'en disposeraient pas. La séparation du pouvoir et de l'autorité opérée dans la pensée sociologique, et dont on a précédemment parlé, ruine une telle appropriation ou expropriation selon le point de vue adopté. La distinction entre le pouvoir et l'autorité n'est pas nouvelle, puisqu'elle remonte à la Révolution française de 1789. Selon les vues de Nisbet, les sciences sociales de l'époque liaient la notion d'autorité à l'Ancien Régime et par opposition au pouvoir politique rationnel et démocratique que symbolise le Nouveau Régime, 1984, pp 144 à 179. Le mérite revient à Max Weber d'avoir repris cette distinction pour la doter d'un sens différent. Selon lui, le pouvoir, Marthe, signifie toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre les résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. Par contre, il entend l'autorité, Herrschaft, comme la chance de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé, Weber, op.cit. En d'autres termes, l'autorité est un pouvoir officiellement reconnu ou institutionnalisé. Le pouvoir est lié, selon le sociologue allemand, à toutes les qualités concevables d'un homme et toutes les constellations possibles qui peuvent mettre un individu dans la nécessité de faire triompher sa volonté dans une situation donnée. Weber, op.cit. Il est évident que cette définition du pouvoir en rapport avec l'autorité minimise largement son appropriation personnalisée, puisqu'elle relève du cadre organisationnel, voire situationnel. Des ressources de pouvoir peuvent donc découler de toute situation alors que les ressources principales qui viennent d'être mentionnées peuvent être obstruées par des données de la situation qui en entravent l'investissement, comme cela fera l'objet d'explications. La distinction entre pouvoir et autorité se révèle fructueuse pour l'étude des manifestations d'influence des organisations. De ce fait, le pouvoir dévoile une faiblesse principale. Celui qui veut obliger autrui à agir d'une façon peut se voir opposer la règle. S'ensuit alors un procédé courant, qui consiste à convertir promptement son pouvoir en autorité au moyen de la tradition ou de la reconnaissance officielle de la règle. La distinction entre pouvoir et autorité aide plus généralement à mieux démêler la distribution de l'influence dans les organisations. L'organigramme qui représente la pyramide de l'autorité à travers la répartition hiérarchique des postes et fonctions ne doit pas oblitérer l'existence d'un autre genre d'attribution d'influence qui n'en est fidèlement pas la copie. Certes, l'organigramme constitue un indicateur fiable qui doit être entériné et corrigé par l'analyse des rapports de force qui s'installent entre les organisations. Bourgeois et Nizet réactualisent en quelque sorte cette distinction entre pouvoir et autorité en mettant à jour une stratégie de pression, au regard d'une stratégie de légitimation dont les fondements reposent respectivement sur une relation de dépendance et sur une ressemblance des normes sociales. En clair, c'est par une stratégie de pression qu'un auteur peut orienter l'action d'autrui soit en le persuadant avec une ressource dont il a besoin, soit en entravant son action par le moyen d'un obstacle. Par contre, la stratégie de légitimation se fonde sur la légitimité et son investissement dans le contexte d'une adhésion générale des acteurs en jeu à les mêmes normes. Cette exploitation d'une relation de fidélité découle de la légitimité à orienter l'action d'autrui. Bourgeois et Nizet, 1995, pp 46 à 70. 3.3 Pouvoir comme interaction. Étudier le pouvoir comme un processus revient en quelque sorte à le mettre en perspective en essayant de répondre à trois interrogations. Quelles sont les ressources et les avantages dont dispose l'acteur pour accroître son influence ? Quels sont les critères permettant de préciser la pertinence des atouts ? Quels sont les critères permettant enfin de préciser le caractère mobilisable des atouts ? Crozier et Friedberg, 1992, pp 1418 à 1433. 3.3.1 La nature des atouts dans la relation du pouvoir. En séparant le pouvoir de l'autorité, on a souligné qu'un aloi quelconque, une quelconque qualité de l'acteur social pouvait lui conférer des marges d'influence, à cause de la singularité des péripéties qui entourent une situation. Adhérant à cette vaste conception du pouvoir développée par Weber,
Crozier et Friedberg précisent que ce n'est pas tant la puissance, qui à l'image de l'argent, fait l'objet du transfert dans la relation de pouvoir, mais au contraire les possibilités d'action des acteurs concernés, 1992 page 69. Dès lors, le pouvoir relève beaucoup du degré d'autonomie qu'un acteur possède dans un rapport d'influence, pour ne pas accorder à autrui ce qu'il sollicite. Par ailleurs, cette liberté d'action assure au sujet la possibilité d'agir de façon inattendue, et de mieux canaliser dans le temps les ressources dont il est investi. Le temps accroît la valeur des atouts, car les stratégies exposées se perfectionnent avec le temps. Pour illustrer ceci par une rhétorique du jeu, l'acteur sacrifierait volontiers un pion dans l'immédiat pour gagner un autre pion ultérieurement. De plus, l'acteur qui a une large marge de temps se retrouve en position de force face à l'autre qui se trouve dans l'impossibilité de différer la négociation de ses atouts. Avoir du temps, c'est avoir l'avantage de dissimuler ses atouts pour empêcher la dépréciation rapide de leur valeur. On a montré que le temps augmente la teneur des atouts, mais il devient aussi un facteur de valorisation des atouts. D'ailleurs, l'exploitation de la marge temporelle a pris la forme d'un des moyens de l'action sociale que l'acteur exploite pour montrer son statut et par conséquent la portée de l'influence dont il est investi. On distingue naturellement des hommes dont le temps a une valeur précieuse, et d'autres dont le temps est frivole. On sait que la relation du pouvoir dissymétrique par essence donne aux uns les moyens de disposer à leur gré du temps des autres ou de faire attendre inutilement les autres, Sanso et al., 1981 page 91. Faute de disposer d'atouts capables de limiter l'inégalité du rapport social ou d'inverser le rapport de force, l'acteur peut en créer. Le bluff ou la tromperie appartiennent à l'éventail des moyens destinés à influencer autrui, et donnent à l'intelligence, comme le souligne Berger, la possibilité de résister à la méchanceté, la brutalité des ressources matérielles les plus variées, 1977-1963 page 107. La réalité ou la nature fictive du réel revêt une moindre importance du moment que, comme le montre le théorème de Thomas déjà évoqué. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.